Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal pour les générations futures. Comme vous allez vite vous en rendre compte, nous sommes une juridiction un peu particulière. Ici, point de plaignant, ni de partie civile, ni de victime, pour la simple et bonne raison qu'elles ne sont pas encore de ce monde. En effet, ici, les questions débattues le sont dans l'intérêt de nos descendants. À l'ordre du jour ce soir, les grandes entreprises font-elles encore rêver ? Pour répondre à cette question, nous accueillons, assises au premier rang, 3 témoins qui viendront comparaître à la barre d'ici quelques instants pour nous exposer leur version des faits. Je vous prie de bien vouloir les applaudir. Pour les interroger, la cour sera composée de procureur Louis Spino et maître François Flure, avocat de la défense. Et enfin, Tommy Dessine, notre greffier, qui s'assurera de trouver les mots et les dessins pour mettre le débat en perspective. Vous pouvez aussi les applaudir. Elle est horrible cette photo, monsieur l'avocat. Commencez pas, s'il vous plaît, monsieur le procureur. Au moins, elle est plus contractuelle que la vôtre. Vous pouvez me laisser terminer ? Merci. Bon, défense, accusation, greffier, il ne nous manque plus qu'un jury. Et celui-ci aura la lourde tâche de donner un verdict et se prononcer à l'issue de la séance. Et ce jury, eh bien, c'est vous, chère audience. À la fin des débats, vous serez appelés à vous prononcer dans l'intérêt des générations futures. Cela se fera via un processus technologique très simple, un QR code, qui vous permettra de voter oui ou non. Soyez donc bien attentifs, préparez votre esprit critique, car les générations futures comptent sur vous. À présent que notre cours est au complet, je déclare donc ouverte cette nouvelle audience du tribunal pour les générations futures. Alors, pendant longtemps, la grande entreprise a été symbole de réussite, de protection et de stabilité pour certains. Aujourd'hui, elle serait ringarde et trop verticale pour d'autres. Mesdames et messieurs, les grandes entreprises font-elles encore rêver ? Ce sera à vous de trancher à la fin de cette séquence. Et avant de laisser la parole à nos témoins, voici les chefs d'accusation qui nous réunissent ici ce soir. Les grandes entreprises ne parviennent pas à répondre aux aspirations des salariés et à donner un sens à leurs activités. Les grandes entreprises, souvent très hiérarchisées et rigides, peinent à faire preuve d'agilité et être moteurs d'innovation. Les grandes entreprises peinent à fidéliser leurs talents car elles doivent encore s'adapter aux enjeux de l'époque, à des évolutions toujours plus rapides et aux transformations du travail. Bien. Maintenant, je souhaite donner la parole au procureur et à l'avocat afin qu'ils nous informent de leurs lignes qu'ils tiendront ce soir. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, c'est à vous. Madame la Présidente, c'est très simple. Je m'attarderai à prouver ce soir que ces grandes entreprises dont vous parlez sont un vestige, comme vous l'avez dit, du passé, d'un passé certes glorieux, mais révolu, et qu'à ce titre, eh bien, il y a bien longtemps qu'elles n'ont plus fait rêver personne. Bien, merci. Maître, la parole est à vous. Pour ma part, votre honneur, je vous montrerai que non seulement mes clientes font rêver, mais qu'elles nous permettent de réaliser nos rêves. Merci. Merci à tous les deux. Nous pouvons donc démarrer les audiences. J'appelle donc à la barre notre première témoin, Virginie Mosco. Madame Mosco, bonsoir. Merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Pouvez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence devant cette cour ? Et donc, je suis Virginie Mosco, salariée d'une grande entreprise qui s'appelle Engie, et plus particulièrement Engie Solutions, en charge du développement RH et des relations sociales chez Engie Solutions. Et aujourd'hui, je viens témoigner sur le fait que les grandes entreprises font encore rêver et on y œuvre chaque jour. Merci beaucoup. Vous allez être interrogé par le procureur puis par l'avocat. Mais avant cela, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures ? Levez la main et dites « je le jure ». Je jure de vous m'exprimer envers les générations futures. Merci beaucoup. Monsieur le procureur, la témoin est à vous. Madame Mosco, c'est dans l'intérêt des générations futures que vous avez juré de vous exprimer. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, parce que vous êtes en train de dire que vous allez nous raconter que les grandes entreprises font encore rêver, mais ça marche pas comme ça. Vous êtes un témoin. Par conséquent, vous n'êtes ni à charge ni à décharge. Et donc, je vais vous poser ma première question.
Mettons une personne qui chercherait un emploi. Mettons une grande entreprise, au hasard. Qu'est-ce qui pourrait faire hésiter ce demandeur d'emploi fictif au moment de postuler ou non pour cette grande entreprise dont on taira le nom? Eh bien, les grandes entreprises, c'est vrai, on l'a vu, attirer beaucoup par leur stabilité, leur robustesse. Et aujourd'hui, c'est plus le critère de choix. On a des générations futures qui cherchent autre chose, qui ont une quête de sens. Et c'est pas l'atout majeur des grandes entreprises. La plupart du temps, on pense qu'elles sont un peu déshumaines, un simple maillon dans un rouage, dans une grande entreprise, avec des process qui brident et qui permettent pas de se développer. Ça, on l'entend. On a aussi quelques scandales éthiques, environnementaux, qui ont taché la réputation de grandes entreprises. Et ce n'est pas ce qui est le plus plaisant et qui donne envie de rejoindre les grandes entreprises. Heureusement, toutes les grandes entreprises ne sont pas ainsi, et beaucoup travaillent sur leur politique, notamment RSE, responsabilité sociétale et environnementale, et ont à cœur de développer une culture d'entreprise et managériale tournée vers la quête de sens auquel on répond favorablement aux plus jeunes générations. Je vais choisir de retenir la première partie de cette réponse, si ça vous embête pas. Vous réserverez la deuxième pour monsieur l'avocat. Ça, c'est les salariés. Enfin, ça, c'est les demandeurs d'emploi, les personnes qui pourraient ou non vous rejoindre. Mais il y a d'autres personnes qu'il est important de faire rêver et qu'il est compliqué, visiblement, de faire rêver aujourd'hui. C'est ses propres salariés. En fait, aujourd'hui, comment on fait pour continuer à faire rêver ses propres salariés? Est-ce que c'est seulement possible face à une concurrence qui pourrait être tentée de rejoindre d'entreprises peut-être plus petites, plus humaines? Et oui, la concurrence est féroce d'ailleurs. On a des chasseurs de tête qui sont de vrais harceleurs, un peu comme les conseillers CPF pour vous vendre des formations. Nos salariés sont très... C'est pas très sympa pour les chasseurs de tête, ça. Ils viennent s'attaquer à un marché qui est concurrentiel. Alors, on n'attend pas dans les grandes entreprises d'avoir nos salariés qui se font happés par des sirènes externes et des propositions salariales, des titres, etc. Dans les grandes entreprises, on a ce qui s'appelle des négociations annuelles obligatoires, et on va parler d'argent parce que c'est aussi le nerf de la guerre. Dans fidéliser, il y a les aspects financiers, et donc chaque année, on réalise des négociations annuelles obligatoires avec des partenaires sociaux et on projette des rémunérations. Je vais vous donner un exemple. On va le citer là. On a le droit de citer. Bon, NJ Solutions, c'est la société que je connais. Si je prends les politiques salariales des 2 dernières années, cumulées, c'est 8% d'augmentation des salaires. Voilà. Donc on sait projeter les salariés et on n'attend pas que des concurrents viennent toquer à la porte de nos propres salariés. Après, il n'y a pas que le financier qui est, on va dire, dans la fidélisation et la rétention de nos salariés. Il y a l'esprit d'équipe, l'esprit d'entreprise, et ça, on y œuvre. Chez nous, on est dans les entreprises de services, et beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises, travaillent avec des dimensions humaines, ont des équipes, et on organise des événements qui permettent de travailler ça. Et alors, je parle pas du baby-foot ou de la corbeille de fruits à la cafétéria, on n'est pas du tout là. C'est des événements qui sont fédérateurs. C'est bien, aujourd'hui, on est dans un local qui s'appelle la chaufferie. Nous, notre cœur de métier, c'est un peu ça, c'est la chaufferie. Et quand la saison de chauffe est terminée, donc la saison du chauffage, on organise par exemple des repas, le repas de fin de chauffe. Alors à Marseille, ça fait un moment qu'ils l'ont fait. Ici, je sais pas si Isabelle a déjà envoyé les invitations, ça va pas tarder à arriver. Mais il y a des éléments fédérateurs. Il y a les séminaires, ils sont connus, ils sont de l'autre temps, les séminaires. Mais ils sont toujours là et ils font du bien, et ils sont pas que réservés aux cadres. Les séminaires, ils sont globaux. Puis on a des moments off que l'on soutient et qu'on laisse faire. Marseille, ils ont leur tournoi de pétanque. Là, au mois de juin, ils ont leur finale de pétanque de la direction régionale. Bon, c'est les Marseillais, ils en font des tonnes. Mais c'est un bon moment festif. Et ça, on n'a pas besoin de le créer. Les grandes entreprises savent aussi chercher et accompagner les salariés dans ces éléments qui font que, finalement, dans les grandes entreprises, on est aussi chez soi. Mais si je peux me permettre, tout le monde... on n'a pas besoin d'être dans une grande entreprise pour faire un tournoi de pétanque. Tout à fait, mais on a souvent cette impression que dans les grandes entreprises, c'est des process, c'est normé, on sort pas du cadre. C'est pas vrai, en fait. Okay. Chaque équipe a une dimension humaine, qu'on soit dans une petite ou grande entreprise. L'esprit de solidarité, l'esprit d'équipe, il existe. On n'est pas, j'ai vu une très belle caricature avant, des box alignées. C'est pas ça, les grandes entreprises aujourd'hui. Ok. Et
Et le fait d'augmenter les personnes de 8% et de s'en réclamer, c'est pas une forme de constat de on est en galère quand même un peu? Ah bah non, on vit avec notre époque. C'est pas du tout être en galère, c'est qu'on a des salariés qui ont des contraintes, des besoins, et on suit cette évolution et on a les moyens. Je suis désolée, les petites entreprises sont des belles sociétés, les grandes entreprises le sont aussi et disposent de moyens qui permettent de répondre de façon très collective avec des budgets conséquents. C'est pareil sur la RSE. On a le moyen de mettre en œuvre des grands projets. Je vais vous donner un exemple de ce que l'on a fait chez NJ Solutions l'année dernière pour mobiliser et nos salariés et nos parties prenantes. Le sujet, c'est la transition énergétique. J'espère que c'est pas moi qui suis en train de dormir dans ce lit qui est en train de dessiner. Le sujet chez nous, c'est la transition énergétique. C'est l'avocat. Et donc, on a à cœur de sensibiliser nos parties prenantes sur la transition énergétique. Donc, on a demandé aux salariés qui étaient mobiles et intéressés pour animer des fresques du climat. Vous avez tous entendu parler des fresques climat. Donc, on a formé nos fresqueurs. Et en l'espace de 3 jours, on est intervenu et on a sensibilisé 8000 personnes en France, chez nos clients, chez nos salariés et dans nos écoles partenaires. On en a quelques-unes ici, mais on est intervenu partout en France dans nos écoles partenaires. 8000 personnes touchées en 3 jours, c'est énorme. Ça a fait un bien fou à nos propres salariés qui se sont sentis engagés et écoutés parce qu'ils portaient le discours qu'ils portent au quotidien dans leur métier. C'est des actions comme ça, de volume et de force que l'on peut faire. D'accord. C'est un bouche un coin. Il est avare en réaction. Un peu. On avance. Ok, il y a un troisième point qui m'intéresse, qui est, vous parlez de vos salariés s'ils sont aussi compétents qu'on l'imagine, il y en a peut-être quelques-uns ici dans cette salle, ça biaise un peu le jury, mais c'est pas grave. Ils pourraient, compétents qu'ils sont, se dire, je vais me mettre à mon compte. Et en fait, c'est un petit peu compliqué de faire face à cette envie de quelqu'un qui a envie d'indépendance. Et du coup, est-ce que c'est possible, tout simplement, de lutter contre ça? Qu'est-ce qu'on peut offrir à quelqu'un qui a envie d'être à son compte? Oui, la culture entrepreneuriale. On a beaucoup de jeunes, on l'a vu dans la vidéo. Je vais être mon propre patron, choisir mes horaires, faire ce que je veux. Et c'est pas exactement cette culture entrepreneuriale que l'on porte et qu'on promeut. On a cette culture entrepreneuriale, on va aller chercher des personnes qui savent faire bouger les lignes, ça fait partie de nos valeurs, qui savent prendre des décisions, qui sont autonomes. Et si je prends l'exemple d'un technicien, on a l'impression des fois que c'est un travail d'exécutant, simple exécutant, pas du tout, faut se détromper. On a des techniciens qui ont leur secteur, qui œuvrent sur leur chaufferie et de toute autre installation, qui reçoivent des directives de leur hiérarchie, mais dans un cadre autonome. Il y a des processus à respecter. Il y en a un critère sur lequel on est intransigeant. Là, c'est vrai par rapport au propre patron. Chez nous, il y a des règles, elles sont fortes, et ça fait un bon moment qu'on s'applique à les faire respecter. C'est la sécurité. Il n'y a aucune tolérance sur la sécurité. On veut que chaque salarié rentre chez soi en bonne santé et en vie tous les soirs. Donc, quand on est sur les indépendants aussi, ils sont super chauds pour rester en vie le soir. C'est clair. Mais là-dessus, c'est une règle intransigeante chez nous. On a nos 9 règles qui sauvent et on n'y déroge pas. Il n'y a pas de pour aller faire vite, je vais faire comme ça. Non. On a nos règles de sécurité. Nos techniciens, donc je disais par exemple, ils ont leur gamme, ils font leur gamme, ils avancent leurs interventions. Ils sont un peu auto-entrepreneurs dans leur secteur. Et d'ailleurs, certains nous le disent, c'est leur chaufferie. C'est pas la chaufferie de leurs collègues, c'est la leur. On change pas leur secteur, c'est leur chaufferie. Donc c'est pas antinomique. Il y a quelques règles comme dans toutes les grandes entreprises. On vit en collectivité quand on vit dans des grandes entreprises, donc il y a quelques règles à suivre, des horaires de travail. Mais sinon, la culture entrepreneuriale, elle est recherchée. Bon, très bien. Vous vous exprimez un petit peu dans l'intérêt de l'avenir de NJ Solutions, mais on dira que c'est d'accord. Vous en avez fini? J'en ai fini, Madame la Présidente. Allez, bon, maître. Non, par contre, vous restez là. Vous restez là, vous avez encore un petit tour avec vous. Voilà. C'est mon tour et vous allez voir, vous avez remarqué, monsieur le procureur est loin d'être quelqu'un de très sympathique. En même temps, sinon il ne serait pas procureur. Madame Mosco, vous travaillez, comme vous l'avez dit, dans une grande entreprise, qui plus est dans les ressources humaines. Alors, je suis un peu tenté de vous poser la question simplement. Est-ce que chez NJ Solutions, vous avez peur de ne plus faire envie? On n'a pas peur de plus faire envie, on fait envie. On recrute plus de 1500 personnes par an, donc c'est qu'on fait envie.
Ce dont on a peur, c'est d'avoir toujours le même profil, par exemple, qui arrive. Donc, on travaille beaucoup sur la mixité dans nos offres et dans nos salariés. Féminiser les équipes, c'est un enjeu fort. On y travaille souvent. On n'a pas peur de la concurrence sur le sujet. Ok, très clair pour moi. Je ne vous répondrai pas juste à un d'accord. Parfois, l'époque donne un peu l'impression que si on ne monte pas une start-up à succès, qu'on ne devient pas footballeur pro, qu'on n'a pas une communauté d'en moins 3 millions d'abonnés, on a raté sa vie. Alors, est-ce que chez NJ Solutions, vous êtes 16 000 à avoir raté votre vie? Vous défendez les grandes entreprises, là? Oui, Bon. Non. c'est une stratégie. Laissez-moi faire mon métier. Donc non, on n'a pas 16 000 ratés. Au contraire, on a 16 000 personnes investies, engagées, fières de leur entreprise, qui œuvrent au quotidien avec toute leur énergie positive, justement pour aller vers la neutralisation carbone et qui sont vraiment au cœur de l'action. Et quand je dis c'est vraiment tout le monde. On n'a pas de sous-métier dans les grandes entreprises. Des fois, on a ce dilemme, les commerciaux, les opérationnels, les fonctionnels, on ne sait pas ce qu'ils font, etc. Non, on est 16 000 et c'est tout le monde qui contribue avec son activité au quotidien et qui permet à faire grandir l'entreprise. Et je suis perturbée à chaque fois par le dessin. C'est pas vous, là. Perturber notre témoin. Tout le monde est engagé et tout le monde réussit à agir de façon très positive sur son quotidien. Donc, on n'influence pas sur Instagram et sur TikTok là, qui rend fou. Mais nous, on influence dans nos actions et dans notre environnement immédiat. Ok, très bien. Et vous irez jusqu'à dire qu'il existe des success stories professionnelles dans votre entreprise? Oui, c'est fini. Enfin, d'ailleurs, je pense qu'elle a jamais existé. Cette vraie image qu'on a voulu coller aux grandes entreprises d'être élitiste et de ne recruter que les gens bardés de diplômes, ce n'est pas vrai. Quand on est une grande entreprise, on a un plan de formation. Je pense que tout le monde en a entendu parler. On dispense des formations et on accompagne nos salariés à grandir, à évoluer, et on a des success stories. Dernièrement, on a nommé à Toulouse, par exemple, un directeur régional en charge des activités industriel. Il est rentré en alternance chez nous en 2001. Il a moins de 45 ans. Et il a encore une belle carrière devant lui. Il est déjà directeur régional. Et on en a plein des success stories comme ça. En France et à l'international, il faut le dire, dans les grandes entreprises, on est implanté un peu partout. On est des multinationales et on permet à chacun de pouvoir postuler, grandir dans des postes, que ce soit à côté, là, à Arras, rester dans la grande ville, à Lille, ou se déplacer à la capitale, à Paris, ou partout dans le monde. Donc, on met en œuvre beaucoup d'actions pour les faire grandir et on en a plein des success stories. Je vous en ai donné un, mais il y en a plein d'autres qui existent. Je donne souvent l'image de la courbe de croissance quand on rentre dans une entreprise comme la nôtre, une grande entreprise avec beaucoup de moyens RH. On a cette courbe de croissance, on grandit au fur et à mesure, on a des nouvelles compétences qui arrivent et puis on passe d'une étape à l'autre. Moi, en 15 ans, j'ai fait 5 postes et à chaque fois avec une promotion, par exemple. Ok, très bien. Et donc à 16 000, est-ce que la plus belle promesse finalement que fournit la grande entreprise, c'est pas au fond de jamais se retrouver seul et isolé face à un problème? Oui, c'est vrai que quand on est 16 000, on a beaucoup de collègues de travail. Alors, on ne se connaît pas tous, personnellement. On a un réseau social interne qui s'appelle Yammer, mais qui fait pas la grande communication. Mais quand on a une difficulté technique sur une chaufferie, par exemple, bien particulière à Lille, et on sait qu'il n'y en a que 3 en France, et super, nos collègues bretons à Rennes ont la même chaufferie, on sait croiser les expériences et échanger pour être meilleur et trouver des solutions. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, quand on est aussi nombreux, on peut se financer, se payer des super experts. C'est des experts qui sont chez nous et qui vont travailler à l'échelle nationale, voire à l'échelle internationale, parce qu'ils sont sur un domaine d'expertise très précis. Malheureusement, une petite entreprise ne peut pas se financer parce qu'il l'utilisera une fois tous les 10 ans, alors que nous, avec notre échelle, notre volume, on les occupe beaucoup. Très bien. Est-ce que vous voulez finir là-dessus ou est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Moi, j'ai tout ce qu'il me faut pour battre à plat de couture monsieur le procureur, donc sinon, on s'arrête là. Ça me va. Merci beaucoup Merci. d'être prêté à l'exercice. Merci beaucoup, Madame Bosco. Maître, par contre, je vais vous demander un petit peu de vous calmer et ne pas lancer des pics comme ça à Monsieur le procureur. Merci. Et votre honneur? Bien. J'appelle donc maintenant notre deuxième témoin à la barre, Madame Céline Marty. Bonsoir. Bonsoir, Madame Marty.
Merci d'être avec nous ce soir. Comme Madame Mosco, je vais vous demander de vous présenter et de décliner votre identité devant nos chers jurés. Oui, je suis chercheuse en philosophie du travail et en écologie, donc essentiellement je vais analyser le sujet, ce qu'on apprend à faire, peut-être que vous avez déjà fait. Et donc les grandes questions que j'ai envie de poser ce soir, c'est par-delà, est-ce que les grandes entreprises font encore rêver, c'est de quoi font-elles rêver, pour quels rêves et les rêves de qui? Merci beaucoup. On a hâte de vous entendre, mais juste avant cela, comme votre prédécesseuse, pourriez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Levez la main et dites « je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup, monsieur le procureur. La témoin est à vous. Madame la présidente, c'est quoi ce tribunal où les témoins savent ce qu'ils vont nous répondre avant qu'on ait posé les questions? Analyser le sujet, c'est plutôt neutre. Hein. Vous en faites ce que vous voulez ensuite. Bref. Allez, on reste Il est concentré. fâché, il est fâché. Je sens que c'est pas neutre ici. Madame, néanmoins, bonjour. Bon. Est-ce que je pourrais avoir la première pièce à conviction, s'il vous plaît? Ok. Donc, on a à gauche un étal de marché, à droite une caisse de supermarché. Deux métiers, a priori, les mêmes. Pourtant, il y a un de ces métiers, je vous dirai pas lequel, qui est un petit peu le cliché du métier où on noue une relation super personnelle avec ses clients, et l'autre qui est le cliché du métier où on est traité comme un robot par tout le monde. Comment on explique ça? Est-ce que quelque part, c'est pas la taille qui compte? Oui, la taille du lieu d'exercice aussi, les interactions qu'on peut avoir avec les gens, puisque dans le cas du marché, vous pouvez connaître les commerçants qui peuvent être aussi d'ailleurs directement les producteurs des marchandises que vous achetez, directement les producteurs de fromage, de fruits et légumes, etc. Et donc, ça fait que vous avez une proximité directe avec ce que vous consommez, et donc vous savez aussi dans quelles conditions ça a été créé, etc. Alors que le supermarché, c'est le règne justement du formel, c'est le règne de la marchandise où vous ne savez pas d'où elle vient. D'ailleurs, parfois, c'est pas très clair. Les origines hors UE, c'est quand même hyper flou. Alors qu'à l'inverse, votre producteur de fromage, vous savez d'où il vient, etc. Donc, ce qui distingue les deux, c'est finalement ce degré de formalité, aussi d'anonymat, en fait, finalement, entre les deux. Quand vous passez en caisse de supermarché, vous n'êtes pas sûr que la personne sera là la fois suivante. Vous n'êtes pas sûr même qu'il y aura quelqu'un la fois suivante, parce que vous allez peut-être revenir le dimanche et ce sera fermé, ou ce sera exclusivement des caisses automatiques. Alors que finalement, la forme de consommation par le marché de proximité, c'est aussi un lien social durable. C'est aussi une pratique beaucoup plus ancienne, finalement, qu'avaient déjà nos grands-parents, etc. Et donc, elle nous semble beaucoup plus, disons, aussi ancrée dans des pratiques et beaucoup plus familières, finalement. Alors du coup, ça n'a aucun... je ne vois pas comment rebondir là-dedans. On pourrait dire que sur les marchés, on sait si ça marche ou si ça marche pas. Vous pouvez déjà tester les abricots avant de les acheter. C'est pas mal. Une forme de négociation. Mais du coup, entre cette, disons, on est d'accord que entre cette absence de relation d'un côté et cette construction des relations de l'autre, il y en a quand même une qui, pour le moral, est quand même bien meilleure. Oui, et finalement, ça montre aussi que ce qu'on cherche dans ces relations au marché, c'est aussi de la proximité et du lien concret. Et tout à l'heure, on a parlé aussi bien des liens avec les collaborateurs que avec les clients, les usagers. Et ce qui change dans une relation sur un marché, c'est que vous connaissez la personne. Or, quand vous faites appel à un grand groupe, vous ne savez pas si ce sera toujours la même personne qui va s'occuper de votre dossier. D'ailleurs, votre dossier, souvent, il est anonyme. Vous êtes un numéro parmi d'autres. Donc, je pense que le défi pour toute entreprise, c'est de savoir comment on recrée du lien personnel et de ne pas traiter aussi bien les travailleurs que les clients et les usagers comme un numéro parmi d'autres. Mais être capable, en fait, de faire du lien et être capable d'exister dans des relations interpersonnelles, quoi, où on a l'impression d'être compris et d'être connu concrètement et pas simplement de décliner son numéro de sécurité sociale. Et est-ce qu'il n'y a pas un... Comment dire? Quand vous dites ça, on a l'impression que de problème en problème, on va inventer... il y aura toujours une solution RH à inventer à
à ces histoires de déshumanisation en quelque sorte. Je veux bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où, à partir d'une certaine taille, ça commence à devenir franchement compliqué en fait? Oui, je pense que c'est pas seulement un problème de RH, c'est un problème aussi d'organisation du travail, de la façon dont on répartit en fait la gestion des dossiers, tout simplement. Et en effet, il y a un problème de taille. Et finalement, ça c'est pas que le problème des grandes entreprises, c'est aussi le problème des administrations. Quand vous essayez de joindre quelqu'un aussi bien, je sais pas, à l'URSSAF que aux impôts, etc. Vous êtes un numéro parmi d'autres. Et donc, comment on essaye de repenser en fait nos services au quotidien où on existe en tant que personne et non pas simplement comme un dossier qu'on se refile, que des gens traitent de façon anonyme aussi, sans connaître le dossier. C'est bien ça le problème. Et à l'inverse, par exemple, quand on veut se faire soigner par son dentiste ou autre, on espère que la personne qui nous suive connaisse le dossier. Et du coup, c'est possible de faire ça, d'attribuer à ces échelles de nombre de gens un client à une personne et suivre ça? Je pense qu'il y a un problème de taille qui est sûr parce que plus vous grandissez, plus vous avez besoin de communication, de coordination. Tout à l'heure, on a parlé de communication interne. Dans des grandes structures, vous avez besoin de payer des gens en fait pour raconter ce que font les autres, ce que vous n'avez pas dans des petites structures. Et il y a toute une réflexion philosophique sur la bonne taille d'une organisation qui permet l'interconnaissance, etc. Et certains évaluent ce chiffre à 115. Parce qu'au-delà de 115 personnes, vous ne pouvez plus connaître personnellement les gens. Mais finalement, 115, ça vient très vite. Ça veut dire, je ne sais pas combien on est dans cette salle, mais ça montre aussi que ce chiffre, finalement, n'est peut-être... que nos sociétés, la façon dont on a organisé aussi bien le travail que nos services quotidiens, aussi bien l'URSSAF que les impôts ou quoi que ce soit, finalement, c'est peut-être trop gros pour réellement fonctionner. 115, c'est un maximum ou c'est un optimum? Non, c'est un optimum de nombre de personnes dans un collectif qui peuvent se connaître, qui peuvent être capables de s'identifier, savoir ce que se font les uns les autres, et donc être capables d'interagir ensemble. Au-delà, vous êtes obligés de mettre en place des délégués, des représentants, des communicants, etc., qui vont expliquer ce que font les autres. Et du coup, de casser un peu cette informalité, que ce soit dans la relation entre collègues ou dans la relation avec les clients, qui fait un peu le sel du truc quand même. Oui, tout à fait. Vous êtes obligés de formaliser. Je m'arrête là, c'est super, merci. Merci, monsieur le procureur. Le témoin est maintenant à la défense. Maître Flur, c'est à vous. Madame Marty, merci beaucoup d'être présente aujourd'hui. Parfois, nos plus grands défauts sont aussi nos plus grandes qualités. Par exemple, monsieur le procureur, il est de mauvaise foi, mais... Arrêtez ça tout de suite, s'il vous plaît, maître. Ça tombe bien, parce qu'il n'y avait pas de mais. Parfois, nos plus grands défauts sont aussi nos plus grandes qualités. Est-ce que le côté, justement, normé, hiérarchique, encadré, bref, tout ce qu'on reproche à la grande entreprise et à ses process, ne représente pas aussi l'une de ses plus grandes qualités? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un gage, en tout cas, de qualité au sens où, justement, c'est normé. Donc, vous savez à quoi vous attendre et vous savez aussi quelles normes vous pouvez exiger. Et à l'inverse, quand il y a des normes de sécurité, ça veut dire aussi que quand elles ne sont pas respectées, ça pose un problème. Au moins, les normes fixent un explicite. Alors qu'à l'inverse, dans les relations un peu interpersonnelles, il peut y avoir de l'arbitraire. Tout comme, finalement, les pommes que vous pouvez acheter sur le marché, ou bien le fromage, vous savez pas trop combien de temps il a été affiné, la pomme peut y avoir des vers ou des trucs comme ça, mais en même temps, donc finalement, dans l'informel, vous reprenez une forme de goût du risque. Mais la question, c'est est-ce que vous faites le risque du lait cru ou est-ce que vous restez sur le lait fermenté? On restait sur la gamme du marché paysan au début. Oui, je pensais pas qu'on comparait les salariés du lait fermenté ce soir, mais ça me va très bien quand même comme réponse. Est-ce que vous voulez stériliser tous les laits? On va arrêter l'analogie ici. Je vais plutôt solliciter une pièce à conviction avant que ça dérape. Désolé, alors on regarde le beau dessin quand même. Oui, tout à fait, sur la façon dont la formalisation aussi prend le pas sur les marchés paysans. C'est une bonne illustration. Bravo Tommy. Est-ce que je pourrais avoir ma pièce à conviction quand même, s'il vous plaît? Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone
et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Belle musique. Bon, le message est assez clair, hein. Certains se souviennent d'ailleurs peut-être de cette ancienne publicité Instagram devenue virale. Bon, au-delà du comique, évidemment, j'ai quand même une question à vous poser. Qu'est-ce que nous disent ces, alors je ne sais pas s'il faut les appeler influenceurs, mais qui promettent en tout cas en ligne des succès professionnels faciles dans la finance, la vente en ligne ou même les paris sportifs? Est-ce que ça promet vraiment quelque chose? De quoi ça convainc finalement? Et qui ça cherche aussi à convaincre? Est-ce que cette pièce est vraiment convaincante de quoi que ce soit? Qu'est-ce que vous voulez lui faire dire? Eh bien, je pense qu'elle est symptomatique de nombreuses publicités. Alors, peut-être qu'il n'y a que moi qui me fais cibler et que Google a compris que je cherchais à gagner 5 000 euros par jour en restant chez moi. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une tendance à sacraliser une forme d'auto-entrepreneuriat qui serait finalement l'accomplissement individuel et qui offrirait monts et merveilles plutôt que d'aller se perdre dans une grande entreprise. Oui, ça c'est une tendance à l'individualisation des carrières, à l'individualisation des rémunérations qui se constate depuis les années 80, un peu une sorte de réponse à la crise de mai 68 qui crée déjà une sorte de crise de sens où les gens disaient on ne veut pas perdre notre vie à travailler. Et donc après 1968, il y a eu tout ce moment d'individualisation des conditions de travail, des rémunérations, y compris au sein des grands groupes aussi. Finalement, on a déstructuré les collectifs et on a individualisé les parcours sous prétexte d'autonomie. Et puis, on a aussi, promu l'autonomie en dehors du salariat en favorisant ce genre de dispositif d'indépendants, d'auto-entrepreneurs aujourd'hui. Pourtant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a énormément d'auto-entrepreneurs en fait, qui ne gagnent pas assez en termes de ressources économiques pour pouvoir en vivre. En fait, c'est des auto-entrepreneurs très précaires. On voit très bien dans quels services ils fonctionnent, dans tous les services type Deliveroo, etc., les livraisons à domicile. Et donc finalement, ce rêve se heurte aussi à une sorte de réalité économique, puisque beaucoup de tâches en ligne qu'on propose de faire, par exemple, vous faites des micro-tâches de vérification, Amazon demande ça s'appelle Amazon Mechanical Turk, mais en fait, vous gagnez 0,0,1 centime et vous êtes en concurrence avec des gens qui sont sur leur ordinateur à Madagascar, en Inde, etc. Et ça, c'est une forme de concurrence généralisée qui ne permet pas du tout de s'enrichir par cet auto-entrepreneuriat, qui est plutôt une sorte d'auto-exploitation. Merci beaucoup, la question elle est bien répondue, comme dirait l'autre. Avant, c'était facile. L'attractivité d'une entreprise, elle reposait sur les conditions de travail, est-ce qu'on y est bien, et la rémunération, et fin du film. Aujourd'hui, notamment dans les médias, on ne parle plus que du fameux sens au travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, sens au travail? Et est-ce que c'est vraiment pertinent de résumer la question à ça? Cette question du sens, elle se pose parce que finalement aussi, dans les grandes structures, on peut avoir l'impression qu'on perd de vue la finalité de notre activité. Surtout quand on fait sans cesse les mêmes tâches au quotidien, on peut avoir l'impression de n'être que le rouage de la machine et de ne pas avoir vraiment de pouvoir sur l'activité en tant que telle, sur ce qu'on y fait, pourquoi on l'a fait, etc. Donc cette question du sens, elle vient quand on a l'impression de ne plus savoir pourquoi on fait les choses. Et c'est exactement ce que disait David Graeber dans l'exemple que vous avez pris au début. En fait, c'est lui qui parle des bullshit jobs, donc c'est jobs à la con, où en fait, les travailleurs ne savent même plus pourquoi ils font ce qu'ils font. Et ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'utilité à ce qu'ils font et qu'en fait, ils pourraient très bien arrêter de le faire et ça n'aurait aucun effet. Et donc ça, on en rigole en disant, quand il y a une grève des éboueurs ou des chauffeurs de bus, on voit bien les effets de la grève, alors qu'une grève des publicitaires, peut-être que vous n'auriez pas vu la pièce à conviction d'avant. Mais donc cette question du sens, elle vient de l'impression de perdre de vue le pourquoi de ce qu'on fait. Et en même temps, moi je trouve ça dangereux quand des grandes organisations prennent en charge cette question du sens, comme si elles donnaient une sorte de bonne raison dans laquelle tout le monde devrait se reconnaître. Alors qu'en fait, le sens, c'est hyper personnel. C'est une histoire subjective, c'est vos valeurs, c'est votre parcours, par où vous êtes passé, le rapport au travail de vos parents aussi, etc. Et donc, en fait, le sens, ça vous appartient. On ne peut pas vous forcer à trouver un sens dans une activité en disant bienvenue chez nous, on est 100 000, voilà, c'est ça le sens pour tout le monde, quoi. Et tu repars avec. Le sens, c'est une affaire personnelle et on ne peut pas forcer le consentement au sens.
On ne peut pas forcer les gens à trouver du sens dans une activité finalement qu'ils commencent à critiquer et dans laquelle ils commencent à douter. Je pense que quand la foi n'est plus là, il ne faut pas forcer les gens. Donc finalement, ce serait presque l'inverse. Il faut compter sur les gens pour trouver du sens à ce qu'ils font plutôt que leur imposer en tant qu'entreprise. C'est aussi de faire confiance dans l'autonomie aussi des gens, dans pourquoi on fait ça, pourquoi on est là en fait. Et tout l'enjeu de cette discussion sur les process, sur les grandes entreprises, sur les grandes structures ou bien les trop petites aussi, c'est cette question de l'autonomie. Quelle autonomie on a au quotidien, dans les choix qu'on fait de parcours, mais sur toute une vie aussi, et quelle autonomie on a à trouver le sens de ce qu'on fait. Merci beaucoup, merci. Et Tommy, je prends le costume et je garde les cheveux, c'est trop rare dans la profession. Merci beaucoup, Madame Marty. Vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. Et on peut aussi applaudir la robe de Maître Fluor, du coup, quand même. Bien, j'appelle à la barre notre troisième et dernière témoin, Madame Anne-Fleur Goll. Bonjour à tous. Bonsoir, merci d'être présente ici ce soir. Comme les deux précédents témoins, pourriez-vous vous présenter, décliner votre identité devant cette cour ? Anne-Fleur Goll, je suis consultante climat chez Deloitte Sustainability et militante. C'est déjà bien, merci beaucoup. Et maintenant, est-ce que vous pourriez à présent jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures ? Levez la main et dites « je le jure ». Je jure de m'exprimer dans l'intérêt des générations futures. Merci beaucoup, monsieur le procureur. C'est à vous. Merci, Madame la Présidente. Madame Goll, bonsoir. Bonsoir. Pardon, depuis tout à l'heure, je m'énerve un petit peu, mais en réalité, je suis très gentil. Madame Goll, vous avez reçu beaucoup d'attention médiatique il y a quelque temps. Pour quelque chose qui ressemble à un discours qu'on a vu en introduction de ce procès. Vous avez prononcé vous-même un discours devant un parterre d'étudiants. Vous nommerez l'école si vous avez envie. Qu'est-ce que vous aviez envie de leur dire ce jour-là? Contre quoi est-ce que vous vouliez les avertir en quelque sorte? Je ne suis pas sûr que ce soit une phrase ça, mais... Oui, je ne vais pas dissimuler. Donc effectivement, moi j'avais fait un discours à HEC, qui est l'école que j'ai faite et pour laquelle j'avais ma remise de diplôme. L'objectif n'était pas du tout d'attirer de l'attention médiatique, même si je comprenais la portée symbolique de dire les mots décroissance et de vraiment parler de transition et de poser les questions de la place que nous réservait la société en tant que diplômée d'HEC dans une institution comme celle qu'elle représente. L'idée, c'était avant tout de parler à mes camarades, aux jeunes diplômés, en disant voilà, vous allez être diplômé d'HEC, bravo. Est-ce que le cliché du jeune diplômé d'HEC aujourd'hui, qui a une carrière extrêmement rapide dans des grandes entreprises, vous convient? Ou est-ce qu'on s'arrête 2 secondes pour se poser la question de qu'est-ce qu'on veut être comme rouage dans ce système-là? Et comment est-ce qu'on veut faire en sorte de le rediriger dans la bonne direction, et en l'occurrence dans les limites planétaires, ramener notre système à l'intérieur de ce que notre planète est capable de soutenir, tout simplement pour la survie de notre espèce. Ça paraît un peu dramatique dit comme ça, mais c'est tout simplement la réalité. Quand on entend parler de climat, d'écologie, on en entend beaucoup parler, on perd de vue l'objectif. L'objectif, ça reste de vivre dans un système que notre planète est capable de soutenir. Donc c'était ça l'objectif du discours que j'avais fait. Et il a été plutôt bien reçu? Oui, tout à fait. J'étais assez surprise. Les personnes engagées de ma promo, je les connais, on est 15. Donc je ne m'attendais pas forcément à la réaction. Et il y avait eu quand même une standing ovation et des gens que je connais bien et qui ne sont pas forcément engagés, mais qui avaient compris, qui m'avaient dit que ça avait mis le doigt sur le malaise qu'ils ressentaient à voir une cérémonie à suivre des cours et à se dire que c'est pas exactement ce que eux représentaient, mais en même temps à suivre la voie qui était celle-là, sans pour autant mettre les mots dessus. Donc, du moins, ça avait atteint son objectif vis-à-vis du public ce jour-là et des 3000 étudiants qui étaient là. Et ensuite, je pense que l'attention médiatique qui a suivi, c'était justement le symbolique de dire aujourd'hui, des jeunes diplômés de grandes écoles ne suivent pas forcément le parcours conseil finance, réfléchissent, ou du moins réfléchissent à qu'est-ce que vraiment j'ai envie de faire avec ça.
je me rends compte que je suis puissant. On parlait tout à l'heure de, je pense que c'était dans les pièces à conviction du début, le pouvoir qui s'inverse. Et ben là, voilà, j'ai fait HEC. Je me rends compte que j'ai ça sur la tête et que je suis puissant, puissante. Qu'est-ce que je fais de ce pouvoir-là? Qu'est-ce que je fais de ces portes qui s'ouvrent? Et donc ça, je pense que c'est effectivement un... Alors, on n'est pas très nombreux, hein, donc un signal faible, mais quand même quelque chose de relativement nouveau. D'accord. On parle de puissance, on parle de grands problèmes mondiaux. Un des atouts auto-revendiqués de la grosse boîte, c'est de dire plus on est gros, plus on a de pouvoir d'action sur les grands problèmes du monde. Est-ce que c'est vrai? Ça dépend. Non, oui et non. À la fois, évidemment, parce que ce qui compte pour moi, on parle beaucoup des grandes entreprises depuis le début. Je trouve qu'on mélange un petit peu dans les débats le comment et le quoi. C'est-à-dire, il y a le comment les grandes entreprises fonctionnent par rapport à des plus petites structures. Et ça, je pense qu'on va en reparler, mais typiquement, quelque chose qui freine leur pouvoir d'action, ce sont justement évidemment les processus. Cette idée qu'une personne ne peut pas du tout seule transformer la manière dont tout fonctionne, c'est un énorme discours de l'inaction climatique. Aujourd'hui, de dire, moi tout seul, en fait, ça va rien changer à la manière dont si je travaille chez Coca-Cola, qu'est-ce que moi, employé engagé, je peux faire pour changer de Coca-Cola? Pas évident. Donc évidemment, la masse de la quantité d'éléments dans la grosse machine est un discours de l'inaction et freine le changement individuel parce qu'on a la conviction que notre propre action ne peut pas changer. Alors qu'en fait, si. Alors qu'en fait, une personne qui agit, d'autres vont suivre, etc. Mais on a la conviction que non. Et ça, donc ça, c'est sur le comment. Et en même temps, sur le quoi, aujourd'hui, les multinationales sont le cœur du problème. Ce sont elles qui produisent plein d'éléments nocifs, ce sont elles qui décident de ne pas agir dans telle ou telle autre direction. Donc en fait, sur ça, il y a à la fois un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est pour ça que moi je suis assez convaincue qu'il y a énormément de potentiel transformateur dans ce qu'on fait. Je l'assume à 100%, hein, et on y reviendra, je pense, dans les différentes questions, mais justement, moi je suis chez Deloitte. Avec mes questions, mais... Je suis chez Deloitte, je suis chez Extinction Rebellion, c'est pas du tout opposé, ça, vraiment, je suis prête à le défendre. Mais en tout cas, voilà, ce que je voulais dire, c'était sur ce que font les grandes entreprises. Ça, c'est sûr que si on veut répondre aux grands enjeux, il faut que ça change. Donc on peut pas dire les grandes entreprises poubelles. Enfin, ça va pas fonctionner, parce qu'aujourd'hui, c'est le cœur de notre économie. Donc il faut que le quoi se transforme. Et en même temps, aujourd'hui, c'est ça qui pêche. Et du coup, pour transformer le quoi, est-ce que très en amont, il n'y a pas une responsabilité quelque part du système éducatif français à former des générations de gens qui vont être capables d'agir par eux-mêmes, en fait? Si, bien sûr. La témoin précédente parlait d'autonomie. C'est effectivement hyper clé. À la fois sur le comment et sur le quoi, c'est-à-dire l'autonomie dans la manière dont je travaille. On en a parlé plein de fois pendant tout ce procès, la possibilité du télétravail, d'avoir plus de flexibilité, etc. Ça, c'est un besoin qui est remonté, mais aussi dans ce que je fais. Et en fait, c'est pas seulement exécuter sans comprendre. Et donc, oui, tout à fait que l'éducation a évidemment un énorme rôle à jouer là-dedans, parce que pour avoir des bonnes idées de quoi faire, pour prendre des décisions au quotidien, il faut comprendre les enjeux. Donc, en fait, je suis obligée de prendre le prisme de mes sujets. Aujourd'hui, la formation sur les sujets climatiques, on le sait tous, elle est nulle, que ce soit au niveau primaire, collège, lycée, dans n'importe quelle fac, dans n'importe quelle école. Peu importe le métier auquel on se destine quand on est dans une formation supérieure, je me forme pour devenir comptable. Est-ce qu'on enseigne aujourd'hui la comptabilité multicapitaux? Je ne crois pas. Alors qu'en fait, dans mes 40 ans de carrière professionnelle de comptable, c'est sûr que je vais devoir en faire. J'ai eu des cours de conception de l'innovation à HEC, on ne me parlait pas d'éco-conception. Si je veux faire ma carrière dans la conception de l'innovation aujourd'hui, vous croyez vraiment que je ne vais pas avoir besoin de ça? Non, pas du tout. Il y a une responsabilité à former sur les enjeux pour pouvoir du coup ensuite, effectivement, en toute autonomie, savoir prendre des bonnes décisions, que ce soit dans une grosse ou dans une petite structure. Monsieur le procureur en perd ses fiches. Oui, je me baisse pas parce que j'écoute, mais j'en ai terminé. Merci Madame Goll. Merci beaucoup. Bonne chance. Maître, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Madame Goll. Bon, Monsieur le procureur, vous l'avez vu, hein, essaie de mettre toutes les grandes entreprises dans le même sac. J'espère qu'il a donc un grand sac. Vous continuez, hein. C'est vrai, faudrait que j'arrête. C'est clinique. Est-ce qu'au contraire, la diversité de ces grandes entreprises, elle ne donne pas la possibilité à chacun de choisir un travail qui lui correspond vraiment, en fait? Alors, je pense que pouvoir choisir, c'est rare, en réalité. Moi, voilà, j'ai fait HEC. Si je parlais comme ça à mes camarades, c'est justement parce que nous, de manière totalement injuste, et j'y peux rien, on a cette possibilité de choisir. Et donc, on a la possibilité d'avoir ce pouvoir-là. Ce n'est pas le cas de 95% des jeunes. Donc, en fait, malheureusement, je suis pas sûre que, évidemment, il y a une diversité de grandes entreprises, mais est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, il y a énormément de choix possibles pour les jeunes, enfin, de dire non, je préfère tel emploi plutôt qu'un autre? Moi, j'ai pas beaucoup d'amis qui m'ont dit ça. D'accord, j'annule la question. On parle de féminisation des métiers, de congé paternité, d'handicap au travail, de lutte contre le harcèlement, donc des enjeux qui méritent des mesures. Est-ce que les grandes entreprises qu'on nous dépeint pourtant souvent comme figées et vieillissantes ne sont pas, au contraire, à l'avant-garde du progrès social sur ce type de thématique? Si, tout à fait. Pour moi, oui, en tout cas. J'ai, encore une fois, dans des petites structures, il y a beaucoup de discours sur les process RH, tout ce qu'il y a et tout ça. En l'occurrence, ils ont été créés pour une raison. Je ne sais pas si certains ici ont déjà travaillé dans une petite structure, une start-up, un truc comme ça. En fait, le manque de process, c'est hyper pesant au quotidien. Enfin, le fait qu'il n'y ait pas de processus de recrutement, en fait, ça veut dire que des candidats, ils vont attendre des semaines parce que quelqu'un a oublié de répondre à l'email et en fait, il n'y a pas quelque chose de cadré. Et en l'occurrence, sur effectivement les conditions de salariat, moi, je suis une femme, je suis lesbienne, ma compagne, elle fait une PMA en ce moment. Et en fait, j'ai un congé à 100% parce que je suis dans une grande entreprise. Je pense que si j'avais été dans une plus petite structure, j'aurais dû négocier ça. Et été dans un cas un peu nouveau, on saurait pas trop quoi faire, etc. En l'occurrence, le fait d'être dans une structure qui permet d'avoir un cadre, qui permet effectivement d'avoir chaque année, ça paraît bête, hein, un entretien annuel chaque année dans lequel on parle du niveau d'augmentation de l'année suivante. En fait, ça, moi, la plupart de mes amis qui sont dans des petites structures, ils ont pas ça. Quand ils veulent une augmente, il faut qu'ils aillent voir leur boss en disant « Coucou, est-ce que je pourrais avoir une augmente, peut-être ?» Et cette démarche-là, elle est un peu gênante, quoi. Donc, sur ces aspects-là, oui, je pense qu'il y a une marge de négociation qui est peut-être plus élevée. Merci beaucoup. Pour ma dernière question, j'aimerais solliciter une nouvelle pièce à conviction. Donc, il s'agit d'un article des Échos qui nous parle de LDLC, donc une grande entreprise qui veut passer ses 1000 salariés à la semaine de 4 jours. Ils sont quand même assez nombreux pour le coup. Peut-être juste déjà à main levée, qui dans la salle préférerait travailler 4 jours plutôt que 5? Levez la main, s'il vous plaît. Au même salaire. Au même salaire, et oui. Précision importante. Ah. Il y a des gens qui visiblement s'ennuieraient chez eux le vendredi. Hein. Bon, c'est pas si compliqué d'être président de la République, apparemment. Bon, du coup, quand on voit ça, quand on voit ce pas en avant fait par LDLC, enfin selon moi, est-ce que les grandes entreprises, on voit pas que c'est les mieux placées pour, en fait, améliorer nos façons de travailler? En l'occurrence, ils touchent plus de gens, mais je pense que si on fait un ratio de la quantité d'entreprises qui ont mis en place la semaine de 4 jours, il y aura quand même beaucoup plus de petites entreprises. Mais en nombre de personnes? Oui, en l'occurrence, pourquoi pas. Après, ça laisse le choix. Je suis pas sûre que la typologie de structure ait un impact là-dessus. Voilà, là, il y a un exemple. Franchement, il y en aura d'autres qui sont dans des plus petites structures. Je suis pas sûre que ça ait un impact sur cet aspect-là. En revanche, voilà. Mais en fait, c'est exactement la même chose que sur le fond de ce qu'elles font. Aujourd'hui, les grandes entreprises ne vont pas du tout assez loin sur la transformation de leur business model. Parce que justement, c'est sclérosé, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a une structure, on a de l'actionnariat, etc. Ça, c'est vraiment un problème de la typologie de structure. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est à la fois de dire, dans ce cas-là, il faut faire évoluer les typologies de structure, effectivement, aller voir des organisations en coopérative, est-ce que ça permet pas de faire plus de choses? Des plus petites structures, ça permet d'innover davantage. Je ne sais pas si certains parmi vous connaissent la Convention des entreprises pour le climat, qui se décline dans plein de secteurs différents. C'est des entreprises qui se mettent entre elles et qui réfléchissent un peu à l'avenir de leur secteur, de leur filière. Moi, j'ai participé en tant qu'intervenante à celle sur le secteur du conseil. Il
il y avait des grosses boîtes de conseil, il y avait des petites boîtes de conseil. Donc, je me suis dit, génial, ça veut dire que tout le secteur réfléchit vraiment à ça. En réalité, celles qui ont été vraiment au bout du processus, qui ont vraiment publié leur feuille de route, qui ont vraiment réfléchi à ça voudrait dire quoi une entreprise régénérative dans le conseil ? En fait, c'est les petites. Donc, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est vraiment de voir qu'il y avait une idée, mais qu'elle ne pouvait être vraiment mise à bout et en application dans une petite structure, et en même temps, principe de réalité. Et en même temps, effectivement, là, il faudrait que 100 entreprises de 10 personnes fassent cette démarche pour avoir le même impact sur la vie de 2000 personnes. Donc, même chose, si une grosse entreprise prend une bonne décision qui va dans le bon sens, l'impact, il est potentiellement énorme. Donc, moi, avec le prisme beaucoup de ça change quoi pour les limites planétaires concrètement ce que je suis en train de faire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille plutôt dans une grosse entreprise. Et surtout, j'essaye de faire bouger des grosses entreprises. Moi, je travaille sur les banques et les investisseurs pour essayer de les faire intégrer les contraintes climatiques dans leurs décisions de financement. Il y a du taf, mais du coup, très concrètement, c'est essayer de changer la manière dont on alloue l'argent. Donc, je m'attaque avec mes tout petits bras et avec plein d'autres gens autour de moi, mais à quelque chose qui est très gros parce que je crois en la puissance de transformative. Pour autant, je vois que les meilleurs acteurs de ce système-là, ce sont des petites entreprises qui essayent effectivement d'innover, la nef, le crédit coopératif, etc., qui sont pas la Société Générale. Et justement, vous me dites que je choisis cet exemple au hasard et il y en aurait plein d'autres de petits, mais justement, c'est peut-être là qu'on manque l'impact de la grande entreprise, qui est que justement, il y a un article et qu'en fait, symboliquement, Tout à fait. quand une grande entreprise, elle le fait, ça au-delà des 1000 salariés plutôt que 10 fois 100, si je compte bien, il y a ce côté médiatique. Bien sûr. Cette aura même peut-être politique, quand on veut discuter justement de l'évolution des conditions de travail, de la semaine potentiellement de 4 jours, avoir un LDLC qui l'a fait, ça change quand même la donne. Tout à fait. J'en reviens à Spider-Man, sur le côté avec de grands pouvoirs implique de grandes responsabilités, effectivement. Et en fait, ça c'est sur la manière donc de traiter ses propres employés et effectivement les politiques internes. C'est la même chose sur le fond. Le jour où Coca-Cola annonce qu'il fait que du zéro plastique et qu'il passe à la consigne, c'est un signal fort qui est énorme. C'est quelque chose qui va entraîner tout le secteur. Et c'est pour ça que ça implique des grandes responsabilités. Ça implique de devoir prendre ces directions-là. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est décevant. Aujourd'hui, les multinationales ne sont pas au niveau où elles devraient être. Mais pour autant, leur pouvoir transformatif, il reste énorme. Et c'est pour ça qu'il y a c'est pas évident de savoir où se placer. Et moi, ma conviction quand je parle à des étudiants sur ce sujet-là, ça va être nul, hein, mais c'est de s'écouter, quoi. Il y a des moments de sa vie. Et surtout, on n'a pas une décision à prendre pile quand on sort d'études et ça y est, pour les 40 ans suivants, ça va être comme ça. Moi, aujourd'hui, j'ai fait un choix. Peut-être que dans 2 ans, je vais démissionner, aller créer quelque chose ou travailler dans une plus petite structure. On parlait beaucoup de la puissance des territoires, d'être beaucoup plus proche des territoires plutôt que d'être dans une multinationale qui couvre des enjeux globaux. Et ça, il y a des moments de la vie où ça nous parle plus à un instant T qu'à un autre. C'est OK. Et il y a des personnes qui sont plus faites pour des petites structures, des personnes qui sont plus faites pour des grosses. Et ça, pour moi, c'est l'aspect clé du choix quand on est jeune. C'est de savoir ce qu'il nous faut à un moment. Merci, je pense qu'on reste là-dessus parce que c'est super. Merci encore d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup, Madame Goll. Bien, cher jury, nous avons à présent entendu tous nos témoins. J'espère que vous avez été attentifs. Il est maintenant le temps d'entendre le réquisitoire et la plaidoirie. C'est la dernière chance pour l'accusation et la défense de vous convaincre. Monsieur le procureur, on va commencer avec vous. Ah, ça y est, il nous perturbe. Monsieur le procureur, c'est à vous. Faites-nous rêver, du coup. Mesdames et messieurs, les jurés, mon premier sentiment à la lecture de ce dossier, c'est que les grandes entreprises, vos clientes, monsieur l'avocat, sont quand même aujourd'hui bien capricieuses. Elles nous demandent le beurre, puisque la quasi-totalité du beurre est produit par une grande entreprise aujourd'hui. Elles nous demandent l'argent du beurre, puisqu'après tout, sinon à quoi bon faire du beurre?
Elle nous demande vous savez quoi, des crémières, qui travaillent aujourd'hui quasiment toutes également pour une grande entreprise de l'agroalimentaire. Et en plus de ça, elle nous demande maintenant l'âme des crémières, leurs rêves. Il faudrait que les crémières, elles rêvent d'aller travailler le matin déguisées en dames de la cantine avec leur chignon tout aplati par leur charlotte en plastique à usage unique sur la tête pour un SMIC et demi dans des hangars tous les mêmes. Je trouve d'une part que c'est beaucoup en demander aux crémières et c'est aussi beaucoup nous ont demandé à nous que d'y croire. Mais puisque la question est posée, eh ben, pourquoi pas y répondre? Et la réponse, c'est non. Les grandes entreprises, vous allez être d'accord avec moi, ne font plus rêver. Pourquoi? Pour la simple raison que ça fait bien longtemps qu'elles sont plus au niveau des standards de grandeur qu'elles s'étaient elles-mêmes, fut un temps fixé. Je m'explique. Les grandes entreprises d'aujourd'hui, elles veulent reprendre le flambeau de celles qui, hier, ont équipé le monde en électricité, en moyens de transport, en eau potable, etc., etc. Et donc, on serait en droit d'attendre que, face aux problèmes contemporains, eh bien, elles nous proposent de construire ensemble des solutions. Or, pour bon nombre d'entre elles, elles ne nous disent pas « inventons des solutions ». Elles disent même pas « cessons d'aggraver la situation ». En fait, c'est tout juste si elles admettent du bout des lèvres que le problème vient d'elles. Et il faudrait que ça nous fasse rêver. On ne va pas nous la faire, hein, mesdames et messieurs, n'est-ce pas? Vos clientes se rêvent héritières d'un passé où elles étaient pourvoyeuses de fierté, de dignité. On a tous en tête cet imaginaire qui est peut-être un peu cliché, mais qui avait quand même de la gueule, de ces petits ouvriers, clope au bec, casquette de travers sur la tête, dans leurs petites salopettes avec les muscles sous le débardeur pleins de cambouis, etc., etc. Vous égarez. Je m'arrête. Quand on apprend de nos jours que la plus grande entreprise au monde, elle force ses chauffeurs à pisser dans des bouteilles en plastique au volant de leur camionnette, dans les bouchons, entre deux livraisons, avouez quand même qu'on n'est pas exactement dans la convocation du même univers de fantasmes. Même si, en matière de fantasmes, on n'est jamais trop sûr de ce qu'on va trouver dans les historiques de connexion des uns et des autres. N'est-ce pas, Madame la Présidente? Ça va pas? On ne sait jamais. D'accord. Oui. On en reparlera plus tard. Si vous voulez. On martèle enfin depuis des décennies que le privé, c'est l'efficacité, c'est l'agilité, c'est l'amour du risque. Qu'être chef d'entreprise, c'est être seul sur le pont d'un bateau, le regard tourné vers l'infini, les embruns qui nous fouettent, le visage, la plus grande destinée qu'on se puisse rêver, etc., etc. Le tout dans l'intention assez mal dissimulée de faire passer toute forme de service public pour d'énormes nazes. Le message, à force d'être martelé, il a fini par passer. Il a fini par tellement bien passer que pour être le grand patron agile qui prend un max de risques, il y a du monde. Mais que pour être le salarié d'une boîte à 25 niveaux de hiérarchie, c'est quand même moins nombreux. Et en fait, c'est normal. Si vous érigez Steve Jobs en héros générationnel, il ne faut pas s'étonner que les gens veulent créer le nouveau Apple et pas travailler chez Apple. Ces choses étant dites, monsieur l'avocat, vos clientes ont cependant deux atouts, je vous le concède, que nul ne songerait à leur contester. Le premier, c'est un atout à l'échelle individuelle, qui est cette capacité unique à offrir de la stabilité quand elles en ont envie et de la sécurité à leurs collaborateurs. Et le deuxième, c'est un atout à l'échelle collective, qui est leur capacité tout aussi unique, là aussi quand elles en ont envie, à peser sur la marche du monde. Ce qui fait que si elles nous font plus rêver d'elles, elles sont en revanche tout à fait en mesure, si elles voulaient bien s'en donner la peine, de nous permettre à nous de rêver tout court. Soit de rêver tout simplement à nos familles, à nos amis, à de la musique, en nous laissant rentrer chez nous le soir l'esprit libre de tout tracas entrepreneuriaux, ou de rêver d'avenir éventuellement en mettant leur puissance au service de la construction de lendemain qui serait meilleur. Je suggère donc, mesdames et messieurs les jurés, qu'elles s'en contentent,
car c'est déjà énorme, et qu'elle s'y attelle, parce que c'est plus que temps. Qu'elle cesse donc ce caprice qui consiste à se vouloir, de façon un petit peu grandiloquente, les objets de nos rêves, et qu'elle s'applique plutôt à en être les moteurs. Je vous remercie. Merci, monsieur le procureur. Bien, le dernier mot étant à la défense, nous allons maintenant entendre l'avocat, Maître Flure. Nous vous écoutons. Madame la Présidente, Mesdames les témoins, et vous tous dans la salle, chers jurés, et même vous, Monsieur le procureur, puisque vous êtes encore là, quand on écoute votre réquisitoire, déjà on se dit que vous l'avez sans doute écrit pendant les ponts du mois de mai, mais surtout, on se demande pourquoi vous personnifiez ainsi les grandes entreprises pour leur insuffler des mauvaises intentions à l'égard des crémières. Car la grande entreprise, c'est tout l'inverse d'une personne seule et mal intentionnée. Le mot « grand » devant « entreprise » vient justement du fait qu'elle est composée de nombreuses personnes différentes, mais unies autour d'ambitions collectives. Là, vous vous dites que je commence déjà à vous baratiner avec des grands mots, mais rassurez-vous, je n'en aurai pas besoin. Ma plaidoirie est somme toute très terre-à-terre. Pour la bonne et simple raison que les grandes entreprises nous font rêver de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire en ne nous berçant pas d'illusions. D'ailleurs, elles ne nous paient pas avec des mots, pour commencer, mais bien avec des salaires, et là-dessus, les études montrent qu'à travail égal, plus l'entreprise est grande, plus le salaire est élevé. Bah ouais, c'est comme ça. Elles ne nous attirent pas avec des fantasmes ensuite, mais avec des opportunités réelles, d'évolution, de promotion, de formation, de mobilité à l'étranger. J'en passe et des meilleurs, je n'ai que 5 minutes. Elles ne nous endorment pas avec des tables de ping-pong, mais protègent notre sommeil en garantissant une séparation stricte entre notre vie pro et perso. Elles ne décrètent pas le sens qu'il faut donner à son travail, comme on le voit fleurir partout, mais accompagnent les avancées sociétales en mettant à profit leurs moyens financiers, humains et symboliques, comme nous l'avons vu. Elles ne nous promettent pas enfin de sauver le monde à elles seules, mais elles nous offrent les repères dont nous manquons, car elles ne sortent pas de nulle part. Elles ont une histoire, elles ont accompli des grandes choses, mieux, elles ont des projets pour l'avenir. Enfin, elles ne nous gardent pas en alimentant une passion professionnelle dévorante et toxique, faite de crises de nerfs et d'imprévus quotidiens, mais nous gardent des ego-trips de self-made men. Car tout le monde n'a pas besoin de se prendre pour un super-héros, pour se sentir exister, et heureusement. Pour être intéressante, pour valoir la peine d'être vécue, une vie professionnelle n'a pas nécessairement besoin de ressembler à une autoroute accidentée. Désolé si ça dérange et que ce n'est pas suffisamment cinématographique, mais tout le monde n'est pas obligé de faire des tonneaux pour être heureux. On peut trouver une forme de liberté et d'accomplissement dans le confort et la confiance. La grande entreprise fait rêver car c'est un cocon qui est à la fois capable de nous protéger et de nous faire grandir. Bon, ok, les grandes entreprises nous font aussi parfois rêver par intérêt. Elles nourrissent nos stratégies de carrière. On préfère souvent écrire L'Oréal, Orange, Airbus ou Engie sur son CV plutôt que Pantalor, Deux One Allergy, Anatech ou la CCCTTP. Enfin, pour ce qui est du statut social, j'entends, il faut bien sûr s'interroger sur ce qui nous fait vraiment rêver. Car effectivement, c'est vrai, choisir une grande entreprise ne vous permet pas de dire dans les soirées « Moi, ouais, je travaille pour une start-up révolutionnaire qui fait des oreillers en couche de bébés recyclés. » Mais ça vous évite de devoir chercher un nouveau job juste à cause d'un prototype défectueux. Choisir une grande entreprise ne vous permet pas de raconter à vos dîners que « Ouais, je suis mon propre patron, je supporte pas l'autorité, moi je suis comme ça, libre comme l'air, ciao !» Mais cela vous évite de demander une rallonge à votre banquier pour payer vos taxes quand le marché va mal. Après, bien sûr, l'accusation a raison de dénoncer ce qu'elle dénonce. Elle s'appuie pour le faire sur une règle universelle et assez facile que j'appelle « il y a des cons partout ». Bravo, touché. Le monde des grandes entreprises n'y échappe sans doute pas plus que les tribunaux d'ailleurs. Heureusement, il existe des centaines de grandes entreprises qui ne sont pas Amazon ou Uber. Et d'ailleurs, au passage, la désillusion qu'incarne un Uber, ce n'est pas celle de la grande entreprise, mais bien de l'auto-entrepreneuriat pour tous imposé à leurs chauffeurs. En croyant défendre les intérêts des travailleurs, on fait parfois le jeu de ceux qui souhaitent les isoler, pour ensuite les exploiter. Nos voisins belges ont un mot pour décrire ce genre de situation, ils disent « autogol ». Nous, on dirait « but contre son camp ». Bref, chers jurés, vous tous dans la salle, à la question qui vous est posée aujourd'hui, je vous somme de répondre par l'affirmative.
Oui, les grandes entreprises font encore rêver. Mieux, elles nous apportent la stabilité et les moyens de réaliser nos rêves. Alors, n'en déplaise au procureur, parfois, la taille, ça compte. Merci. Merci, maître. Bien, cher juré, le moment de la délibération a sonné, ce moment tant attendu. Donc, je vous invite à sortir vos téléphones portables. Devant vous, en face de vous, donc un QR code que vous pouvez tout de suite scanner et répondre à la question: les grandes entreprises font-elles encore rêver? Nous avons donc le verdict que je vais prononcer Mais tout de oui, suite. Madame la Présidente, allez-y. Donc, dans l'intérêt de nos descendants, le tribunal pour les générations futures déclare que oui, à 67%, les grandes entreprises font toujours rêver. Oui, quand même. Vous êtes bien défendu, monsieur le procureur, vous êtes bien défendu. C'est pas mal. Bien, maintenant que notre séance se termine, je déclare donc le tribunal pour les générations futures levé. J'aimerais encore une fois remercier notre cour, notre greffier, Tommy Dessine. Merci encore à nos témoins. Merci beaucoup à tous d'avoir joué le jeu avec nous ce soir. Évidemment, merci à NJ Solutions d'avoir eu l'audace de porter ce sujet. Et je laisse donc maintenant la parole à Mathieu Bonvoisin, directeur du territoire nord-est d'NJ Solutions, pour un petit mot de conclusion. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est la seconde fois que j'assiste à ce genre d'événement. Et à chaque fois, j'en suis... voilà, la première fois, c'était à Paris, aujourd'hui, avec vous. Et chaque fois, je m'en trouve je trouve ça assez passionnant, avec des témoignages assez prégnants. Voilà, donc, je veux dire que c'est pour moi un vif plaisir de vous accueillir ce soir. Deux petits mots sur les interventions, parce qu'on m'a demandé de faire une mini-synthèse. Je retiendrai deux choses. C'est pas une vraie synthèse, hein, c'est juste une sélection assez... voilà, que j'ai à mon goût. Première réflexion qui est, je trouve très intéressante, c'est la taille optimale d'une organisation. C'est une idée, moi je suis manager depuis un petit moment, qui m'obsède, parce qu'on n'a pas beaucoup de littérature dans nos grands groupes sur quelle est la taille optimale d'une organisation. Je pense que ça dépend de beaucoup de facteurs, et je pense qu'on a vraiment à faire un peu de recherche sur ce sujet-là et peut-être approfondir. Le deuxième sujet, qui est un peu moins technique, qui est plus philosophique, qui est vraiment la réussite et servir pour réussir. Et je crois que, ou réussir plutôt pour servir, je ne sais pas. En tout cas, je crois que c'est assez prégnant, et mettre toute sa compétence, qu'on ait fait une grande école, qu'on soit un technicien, une technicienne, qu'on soit un prof, mais de mettre toute sa compétence au service d'une société, pour servir cette société, je pense que c'est un modèle qu'on devrait plus souvent enseigner et plus souvent promulguer quand on est un jeune diplômé, moins jeune diplômé d'ailleurs. Et si je peux donner un petit témoignage de mes quelques années maintenant chez NJ, moi j'ai la chance d'avoir, quand je suis sorti d'école, pas forcément avoir eu des valeurs, en tout cas pas bien définies. J'ai eu la chance à l'époque de ne pas avoir non plus un sens bien défini, et au cours de ma carrière de pouvoir avoir construit ces valeurs et avoir construit ce sens. Maintenant j'ai un peu plus d'âge, voilà, je passe la bonne quarantaine, et ce que je vois, c'est que ce sens et ces valeurs, aujourd'hui, j'ai la chance et l'opportunité et aussi la décision d'être en adéquation entre ce que je fais et ce sens et ces valeurs. Et je vous donne deux ou trois exemples, hein, pour que ça devienne un peu plus concret. J'aime la compétition, j'aime les challenges, mais j'aime que ça se fasse de manière éthique. Et NJ Solutions, voilà, NJ d'une manière générale, a une très forte valeur sur l'éthique. C'est vrai que quand on sort d'école, on ne pense pas forcément à l'éthique, mais quand on a 40 ans et qu'on dirige une partie, une organisation, c'est important l'éthique. L'autre chose, c'est que j'aime bien aussi, comme certains d'entre nous, j'aime bien aussi voilà, qu'on puisse gagner, mais je n'aime pas gagner seul, j'aime bien gagner en équipe. Ben, c'est un peu pareil. Chez NJ Solutions, dans le modèle dans lequel nous sommes, dans cette entreprise qui est la nôtre,
On a la chance de pouvoir gagner en équipe, de pouvoir avoir des valeurs sur la sécurité très importante, d'avoir des valeurs sur la mixité, parce que nous croyons que travailler ensemble, c'est ça qui fait qu'on gagne. Et pour faire ça, il faut qu'on respecte nos salariés, il faut qu'on puisse travailler de manière sécure et il faut qu'on travaille avec une bonne mixité. Vous voyez, ça sont quelques valeurs que je me suis construite et qui, encore une fois, par chance, sont celles de ma société. Et si on ne les avait pas, je ne serais probablement pas ce soir devant vous pour vous en parler. Et ce sens, c'est le dernier point et je conclurai là-dessus. Moi, je dis toujours à ma famille, à mes amis, j'ai la chance, je ne suis ni marchand d'armes, ni marchand d'alcool, ni marchand de drogue. Je vends un truc qui est formidable, je vends la décarbonation. Mon boulot, mon but dans la vie, à chaque fois que je vois un client, c'est lui dire aujourd'hui, tu carbones, tu produis trop d'énergie fossile, je vais essayer de réduire tes consommations d'énergie, je vais essayer de réduire ton empreinte carbone. C'est quand même vachement, excusez-moi pour le vachement, plus agréable de dire ça que de vendre des armes, que de vendre des cigarettes ou de vendre des biens d'équipement qui ne vont pas dans le bon sens pour la planète. Voilà, et je finis sur ça. On a la chance d'être une belle société chez NJ Solutions. On a la chance de pouvoir faire partie, en tout cas il y a beaucoup de collaborateurs ce soir qui sont ici parmi nous, de faire partie de cette très belle organisation. Nous recrutons, je fais aussi un petit peu de pub, sur le territoire nord-est, nous recrutons à l'année aux alentours de 300 collaborateurs par an. Venez nous rejoindre, voyez ce que c'est, et si ces valeurs ne vous conviennent pas, vous serez toujours libre après, comme tu l'as dit, de partir, de changer. Mais croyez-moi, ces valeurs, en tout cas, sont des valeurs que moi, auxquelles j'adhère et qui me semblent être, pour moi en tout cas, qui sont en parfaite adéquation avec ce que je suis, ce que je veux être. Merci beaucoup et à très bientôt.